Allez, pour commencer, je vous propose une petite expérience. Fermez les yeux. Oui, non, mais toi aussi, qui est en train de regarder cette vidéo dans le métro, ferme les yeux. Si je vous dis, pensez à un taxi volant, à quoi est-ce que vous pensez exactement? Bon, l'expérience elle est peut-être biaisée puisque en cliquant sur la vidéo vous avez vu une vignette, donc en fait vous êtes peut-être juste en train de penser à la vignette. Mais moi quand j'ai fait cette expérience, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'abord à la course-poursuite folle dans le 5e élément. Et ensuite j'ai pensé à l'usage des taxis par la population dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui je crois maintenant existe en série mais que j'ai pas eu encore l'occasion de voir. Et je sais pas si comme moi vous avez été surpris de voir que le gouvernement a décidé de pousser ce dernier dossier avant de remettre sa démission, en signant un arrêté qui autorise donc l'expérimentation de environ 900 vols jusqu'à la fin de l'année pour ces taxis volants dans Paris. Salut, moi c'est Grégory, et aujourd'hui je vais vous parler d'acceptabilité sociale avec cet exemple des taxis volants. On peut s'arrêter juste 2 secondes s'il vous plaît sur ce truc là, parce que quand même les taxis volants qui arrivent, c'est un peu le symbole du futurisme, donc c'est un peu fou en soi quand même que débarquent les taxis volants. Alors ils sont pas comme ils avaient été imaginés dans les films, il n'y a pas des bruits super bizarres électroniques, il n'y a pas des réacteurs énormes, puis ils ont un look quand même un peu moins bien que celui du 5e élément. Pour moi ça symbolise quand même le passage à un autre paysage en fait du futur. Au-delà du plaisir enfantin de s'imaginer voilà d'être dans une voiture volante en train de survoler Paris, faut quand même se dire qu'il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont subir les nuisances de ces taxis volants, que ce soit au sein de la ville de Paris mais aussi des villes limitrophes, et que voilà il y a une sorte de déséquilibre entre le nombre de personnes qui vont subir des nuisances et les quelques usagers quotidiens qui vont pouvoir profiter d'un trajet beaucoup plus rapide pour se rendre à l'aéroport ou dans d'autres points. Et aussi, on va le voir, des usages plus touristiques. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que j'avais envie de vous parler d'acceptabilité sociale. Et pourquoi j'ai envie de vous parler d'acceptabilité sociale? Parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important pour comprendre comment marchent les évolutions au sein de notre société. Et c'est un sujet en fait qui est très peu utilisé dans le débat public, très peu utilisé auprès du grand public. On va rarement parler comme ça dans les journaux ou sur les plateaux télé de l'acceptabilité sociale de telle ou telle chose. Mais en fait c'est un concept qui est beaucoup utilisé en coulisses, côté pouvoir public, et je le sais puisque voilà j'accompagne depuis plus de 10 ans des innovations publiques auprès des acteurs publics, et en fait je me dis il y a peut-être un gain quand même à le partager avec le grand public pour comprendre en fait ce qui se joue autour de ces notions d'acceptabilité sociale, parce qu'en fait le monde évolue quand on est face à une nouvelle innovation qui va pas forcément plaire à tout le monde, pour laquelle il n'y a pas un consensus immédiat. Et cet enjeu de comment le rendre acceptable va forcément arriver à un moment sur la table, et je pense que ça peut vraiment être intéressant que n'importe lequel de citoyen puisse maîtriser ces notions de base. Vous allez voir que vous allez pouvoir les décliner aussi au sein de votre boulot, vous allez pouvoir le décliner au sein de votre famille. C'est un outil puissant en fait, l'acceptabilité sociale, qui va vous permettre d'amener des solutions nouvelles lorsqu'il y a des problèmes collectifs à résoudre, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Pour se mettre en appétit, je vais vous présenter un type qui a permis à l'industrie, entre autres, il a fait d'autres choses, mais il a permis à l'industrie du tabac de s'enrichir de façon exponentielle, et donc vous imaginez bien qu'il a contribué aussi à plein de cancers. Et le type dont je vous parle, c'est Edward Bernays. Ce génie de l'acceptabilité sociale a tout simplement inventé la notion de la propagande moderne. Il l'a inventé en tant que concept et en tant que méthode, et l'ensemble des projets qu'il a accompagnés a permis de développer le consumérisme américain, mais pas que, parce qu'après il s'est évidemment diffusé à une immense partie du monde, et il a aussi permis de faire de multiples coups politiques. J'ai autant de respect pour son intelligence que de mépris pour son cynisme, parce que voilà, il fait pas grand cas de la morale et de l'éthique. Il se fixe un objectif et en fait il va essayer de créer l'acceptabilité sociale par tous les moyens. C'est sa méthode, c'est la manière dont il fonctionne, c'est le cadre éthique dans lequel il fonctionne. Un de ses faits d'armes les plus réussis dans ces critères-là, c'est d'avoir fait fumer les femmes américaines. Il y avait assez peu de femmes qui fumaient, du coup ça va permettre une vente, vous imaginez bien, exponentielle du nombre de cigarettes. Il n'y avait pas de micro dans la salle, ça c'est sûr, au moment où il y a eu le cadrage de la mission. Mais on peut essayer de se faire une petite reconstitution. Là, le cigarettier qui demande « Vous savez que nous n'arrivons pas vraiment à faire fumer les femmes ?» Et là, il y a Edward Bernays qui répond « Ouais, c'est exact. Votre produit n'est pas dans les habitudes des consommatrices américaines. » Et vous savez, faire changer les habitudes, c'est une chose très difficile, hein. Mais alors c'est impossible, les femmes ne fumeront jamais. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Sigmund Freud, c'était mon tonton. Et j'avais la chance de l'entendre raconter ses théories quand il venait dîner à la maison. Et j'ai pu lui poser plein de questions. Et je repars avec une conviction, c'est que tout le monde peut changer ses habitudes. Il suffit d'avoir une bonne motivation et souvent un petit choc, même léger, qui va permettre de remettre en cause ses petites certitudes quotidiennes. Et là, il y a le cigarettier qui commence un petit peu à se détendre.
Il demande « Ah, vous pouvez y arriver alors ?» Edward Bernays dit « Ben oui, bien sûr, tout est une affaire de thunes finalement. Ce sera pas facile, on va créer un cheval de Troie idéologique pour donner envie aux consommatrices de fumer. On va aussi émotionnellement leur permettre de s'identifier à un groupe d'avant-gardistes et les motiver à faire évoluer leur statut symbolique. Et avec ça, on devrait réussir à les faire fumer. » Comment il a fait? Il a d'abord créé tout simplement une fausse manifestation. Il s'est greffé à un événement en créant une fausse manifestation dans laquelle il faisait défiler des femmes qui étaient payées, hein, des mannequins, avec des pancartes. Et sur ces banderoles, il y avait marqué, entre autres, des slogans comme « Les torches de la liberté ». Et elles fumaient des clopes comme ça avec leurs pancartes. Et le message qu'ils ont renvoyé, parce qu'en plus, il avait appelé plein de journalistes, c'était que s'agissait pour la femme de s'émanciper, fumant des cigarettes, enfin que le symbole, de l'émancipation dans la société de ces femmes était de pouvoir s'autoriser à fumer des cigarettes si elles en avaient envie. Voilà, donc tout ça a été pris en photo, il y a eu plein d'articles, ça a été relayé dans toute la presse, et en fait, par effet d'entraînement et de mimétisme, ça a permis à beaucoup de consommatrices de se lancer dans la cigarette. Et bien sûr, l'effet d'entraînement, c'était cette idéologie, ce petit complément idéologique qui consistait à se dire que fumer, c'était la manière d'exprimer sa liberté et son émancipation en tant que femme au sein de la société. Voilà, plusieurs millions de paquets vendus, et voilà, l'image d'une femme émancipée, c'est l'image d'une femme qui fume, qu'on va retrouver au cinéma, en photo, dans les magazines, etc., etc. Et moi, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a deux chemins. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi cynique pour utiliser l'acceptabilité sociale. Si vous voulez rendre acceptable une solution, vous avez la possibilité d'utiliser de la manipulation. C'est là où, pour moi, vous basculez forcément dans une forme de cynisme. Ou vous pouvez générer de l'acceptabilité sociale avec la contrainte, mais qui peut être saine, de ne pas faire de la manipulation. Les deux sont possibles. Évidemment, le chemin avec de la manipulation sera souvent plus rapide et un peu moins coûteux. Bon, revenons à notre histoire de taxi volant. Pour toutes les personnes qui ont investi pas mal de cash dans ce projet, évidemment, ils n'ont pas envie de rater cette étape de l'acceptabilité sociale. C'est un des moments clés de leur projet et ils veulent absolument le réussir. Parce que sinon, ils ne pourront pas transformer le coût d'essai et ils pourront pas passer de leur prototype de taxi volant qui fonctionne à un vrai service qui va être payé par des usagers. Oui, parce que là, on est dans une phase d'acceptation, donc on veut pouvoir ouvrir cet usage. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de démontrer que ce dispositif, il est fiable, il est sécurisé, que c'est quelque chose qui ne va pas gêner les usagers et qui va contribuer à décarboner l'aviation dans le futur. C'est le moment, en fait, où leur projet va devenir rentable. L'objectif affiché, du coup, de ce projet, c'est de désengorger la ville. Ouais. On a du mal à contester ça, hein, puisque il y a plein d'embouteillages dans Paris, donc voilà. Le nouveau moyen de mobilité égale, on va désengorger un petit peu la ville. Mais cet argument principal fait fi évidemment des diverses critiques liées notamment aux nuisances. Quelle stratégie d'acceptabilité sociale ils ont utilisé pour garantir un maximum de réussite et un maximum d'acceptation? Parce que là, ça arrive bientôt, hein, les JO arrivent bientôt. Peut-être que quand vous regardez la vidéo, les JO sont passés. Tout d'abord, et c'est la stratégie numéro 1 qui sont utilisés, ils en ont pas trop parlé en fait. Ils ont laissé ça un peu sous les radars. Ne pas trop ébruiter un projet à l'inconvénient de créer moins d'adhésion et donc moins d'ambassadeurs, mais en ne communiquant pas trop, vous obtiendrez aussi comme résultat d'avoir moins d'opposition. Et si l'opposition est un peu moins forte, alors forcément les arguments contre le projet seront moins construits, et puis ils auront moins d'écho, moins de caisse de résonance. Ainsi, vous évitez de devoir répondre à tous les contre-arguments, et vous maîtrisez parfaitement l'image publique de votre projet. C'est ça qu'ils ont fait dans un premier temps. Ils avaient donc tout intérêt à rester un peu sous les radars, et donc à continuer de voler à basse altitude pour ne pas que l'opposition se structure trop, mais ils ne pouvaient pas non plus rester totalement muets, totalement silencieux, parce que sinon ils prenaient le risque que les habitants aient l'impression, au moment où les taxis volants allaient arriver, que tout a été fait dans leur dos, quoi. On arrive donc à la meilleure solution qui consiste, dans leur cas, à en parler, mais à en parler très peu. Ils ont fait quelques petits vols d'essai pour montrer à la presse de quoi il s'agissait, sans faire une communication continue. Je crois que c'était un an avant, donc ce qui permet d'avoir dit on en a parlé, on a fait quelques petits vols d'essai, puis ça s'arrête là, on n'a pas besoin de communiquer dessus régulièrement. Deuxième stratégie, donner confiance. En parallèle, il fallait donner confiance aux personnes. Ils ont manié les outils de réflexion collective qui génèrent le moins de réactions. Qu'est-ce qu'ils ont fait donc concrètement? Ils ont mis en place une réunion publique à la mairie du 12e arrondissement à Paris, et les entreprises et les acteurs publics impliqués dans le projet étaient là pour
pour répondre aux diverses questions. Vous imaginez bien que dans ces réunions publiques, il y a très peu de gens qui y vont. Ces genres de réunions publiques sont souvent, à mon sens, des très bons outils pour ne pas faire grand chose et se dire qu'on a fait quelque chose. Il y avait aussi une plateforme en ligne, mais avec une communication tellement faible qu'il n'y a pas eu tant de réactions que ça. Mais à la rigueur, la partie plateforme en ligne permettait à des contributeurs qui ne peuvent pas se libérer pour une réunion publique de le faire. Mais voilà, s'il y a peu de communication sur l'existence de la plateforme et sur l'existence du service qui va arriver, il y a très peu de contributions. Troisième stratégie, il faut choisir le bon moment. Et le lancement pour les JO de Paris est une stratégie assez brillante. Parce qu'il faut avoir en tête que les Jeux Olympiques attirent des touristes du monde entier, voilà, pas par centaines de milliers, qui vont être concentrés en plus sur une courte période, sachant qu'avec l'affluence habituelle de la ville de Paris, les transports en commun et les axes de circulation sont déjà très chargés. Alors imaginez ce que cela va donner en période de Jeux Olympiques. Il y a déjà les pires scénarios qui sont évoqués, et donc la temporalité elle est parfaite, en fait c'est une aubaine parfaite pour les promoteurs de taxis volants, puisque ça met en scène parfaitement leur argument positif, le fait que les taxis volants vont contribuer à désengorger la ville de Paris, et donc permettre aux autres usagers qui ne les utilisent pas, eux aussi de bénéficier du fait de circuler plus vite. Autre effet qui joue en faveur des fabricants des taxis volants, et c'est pas un moindre effet, c'est que cette actualité, elle sera noyée au milieu de nombreux autres sujets durant la période des JO. En fait, il y aura pléthore d'actualités. Il faut imaginer qu'il y aura les résultats sportifs, bien sûr, il y aura tous les à côté, les symboles, toutes les questions. Aya Nakamura était-elle le bon choix? Paris était-elle une ville propre? La Seine est-elle baignable? Les touristes se font-ils détrousser? Bon, voilà, il y en aura pour tous les goûts en matière d'actualité. Alors, les opposants au taxi volant, ils auront pas franchement une grosse fenêtre de visibilité. Quatrième stratégie, faire des concessions. En parallèle de ces choix qui sont particulièrement stratégiques, plusieurs concessions temporaires au moins ont été faites afin de montrer la bonne foi des porteurs de projets et de prouver la prise en compte des craintes du grand public. Pour faire gagner en fait quelques minutes à quelques nantis pressés, on polluerait l'atmosphère, on détruirait l'environnement sonore. Certaines réticences ont été écartées par des propositions concrètes. Par exemple, la crainte que le bruit généré des taxis volants soit trop fort, elle a été écartée par le fait de survoler la Seine et non les habitations parisiennes. Le nombre de vols prévus quotidiennement a été revu à la baisse. Il y a eu plein de petites concessions comme ça. Et enfin, cinquième stratégie, donner des images qui parlent. Et ces concessions concrètes ont été complétées par l'apport d'arguments concrets et fondés sur des chiffres et des images qui parlent à tous. Là, on n'est plus sur la rationalité. Le nombre de décibels émis par les taxis volants a été comparé à celui des bus et des voitures qui sont déjà très fortement présents en ville, comme vous en doutez. Et les quelques réticences ainsi opposées ont pu être contenues, limitées sur une poignée d'arguments, et en fait, elles peuvent être de ce fait contrées au fur et à mesure, sans qu'il y ait un énorme embrasement sur les réseaux sociaux. On peut se poser maintenant la question de savoir qu'est-ce qui fait l'acceptabilité sociale ou non d'une innovation, et comment on peut influer sur l'acceptabilité sociale. Maintenant qu'on a vu la stratégie utilisée par les promoteurs des taxis volants, explorons ensemble les 3 étapes nécessaires pour que vous puissiez utiliser l'acceptabilité sociale. Je vous préciserai à chacune des étapes les options qui existent sans manipulation et celles qui existent avec des techniques de manipulation. Vous pourrez ainsi faire votre propre choix en fonction de vos convictions personnelles et éthiques. Première étape, concerner le public cible. Faut toujours d'abord analyser si votre public cible est d'emblée concerné ou pas par votre innovation. C'est vraiment la base. Bien évidemment, si je me sens pas concerné par une innovation, que cette dernière donc ne me touche pas du tout, et que je pense qu'elle n'aura pas d'effet sur ma vie, je risque d'être totalement indifférent à celle-ci. Et ça, évidemment, c'est pas bon pour l'acceptabilité sociale. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous devez absolument construire l'intérêt du public cible pour votre innovation. Vous pouvez proposer à votre audience des contenus qui vont lui donner à voir le futur usage, par exemple. Donc vous pouvez faire une vidéo dans laquelle vous allez permettre de visualiser l'expérience. C'est cette technique qui a été utilisée par Facebook, par Meta, pour faire face à la mauvaise presse et aux mauvais commentaires auxquels il était confronté depuis qu'il était devenu Meta, justement. Et ce changement de nom témoignait pour Facebook de sa nouvelle stratégie, c'est-à-dire élargir son action vers l'univers virtuel, mais le grand public n'était pas franchement prêt à passer le cap. Et le décalage, il était si grand que Mark Zuckerberg, le fondateur, était même devenu l'objet de moqueries. Une grande majorité du grand public ne croyait pas à sa nouvelle stratégie. Donc il a fait une campagne de publicité qui prenait quelques cas d'usage assez convaincants. Dans l'une de ses vidéos, on voit par exemple un médecin en train de pratiquer une opération en étant assisté par l'univers parallèle, ou un étudiant en médecine en train de s'entraîner. Dans une autre vidéo, on voyait aussi un étudiant qui visualisait l'infiniment petit
aussi dans l'univers virtuel, ce qui lui permettait de mieux comprendre et d'apprendre beaucoup plus vite. Voyons maintenant vos autres options si vous êtes favorable à des techniques de manipulation. Si vous êtes du genre plutôt cynique, vous pouvez fabriquer des associations positives entre des éléments ayant peu de rapport entre eux. Ce sera par exemple la star qui nous montre à quel point il est délicieux de consommer ce nouveau type de café en capsule par exemple, genre what else. Cette innovation elle ne nous rajeunit pas, mais rappelez-vous qu'à l'époque, boire du café en capsule c'était quand même chelou quoi. Mais ça peut être d'autres choses, c'est pas que de la pub, ça peut être un produit de placement dans un film, vous pouvez aussi faire un contenu par des influenceurs, en fait les influenceurs ce n'est que ça. Hein. Mais la plus efficace et certainement aussi la plus sournoise d'entre elles est indiscutablement celle qui se sert des idéologies comme véhicule pour faciliter votre adhésion à ce nouveau projet, ce nouveau produit, ce nouveau service. Bon, qu'est-ce que j'appelle un cheval de Troie idéologique? Donc, rappelez-vous la technique que les Grecs ont utilisée dans la mythologie. Ils ont offert un énorme cheval de bois aux Troyens, comme ça, ils l'ont présenté à la porte. Et voilà, les Troyens, tranquillou, ils disaient que c'était un joli petit cadeau qu'on leur avait amené pour décorer la ville et justement pour fêter leur grande victoire. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est qu'à l'intérieur, il y avait une partie de l'armée grecque qui était cachée et qui, une fois la nuit tombée, est sortie du cheval pour saccager la ville et permettre de l'assiéger de l'intérieur. Et bien, le principe du cheval de Troie idéologique, c'est le même. En fait, il s'agit de déguiser une opinion qui est simplement offerte et que vous allez pouvoir vous approprier facilement et dans laquelle se trouvent cachés en fait des changements de comportement et des changements de vision du monde. Et ces changements vont bien sûr assiéger votre petite forteresse intérieure. La réalité est toujours plus complexe, bien qu'un sujet ne nous touche pas directement, notre idéologie ou nos représentations sociales peuvent nous pousser à avoir un avis dessus. Rappelez-vous de notre propagandiste superstar Edward Bernays, lorsqu'il va pousser les femmes américaines à fumer des cigarettes, en fait il ne les fait pas désirer fumer pour l'expérience elle-même de fumer une clope. En fait ce qu'il leur fait désirer, c'est l'envie de liberté, l'envie de s'affirmer dans la société américaine. Et il s'appuie sur une construction idéologique pour y insérer, dans un deuxième temps, l'usage de la cigarette comme symbole de cette affirmation. Les marques vont ainsi vouloir s'insérer dans un univers politico-culturel pour utiliser le progressisme ou le conservatisme comme association utile pour que l'audience cible se sente concernée. Étape 2, donner envie au public de vous tester. Quand la personne se sent directement concernée par une innovation, en fait, elle va calculer les avantages et les inconvénients de celle-ci, construire un jugement sur cette innovation. C'est une forme de rationalité, hein. Et il faudra donc convaincre la personne des avantages de l'innovation afin qu'elle y adhère et qu'elle l'accepte. Et pour cela, le plus simple, qu'elle y voit son avantage. Voilà, là, on n'est vraiment pas dans la manipulation. L'acceptabilité sociale, c'est pas toujours une ligne nette qui nous fait accepter ou refuser quelque chose. On va prendre l'exemple de la place des enfants dans la société. Disons qu'il y a 3 niveaux. Une zone côté gauche qui nous semble totalement inacceptable. Donc si je vous dis par exemple autorisation du travail des enfants, il y a de très fortes chances que la majorité d'entre vous me répondez jamais. Il y a une zone à droite où c'est parfaitement acceptable, comme par exemple le fait que l'école soit obligatoire pour tous les enfants. Et puis au milieu, il y a une zone qui est plus flottante, dans laquelle la fermeté de notre opinion, elle est plus faible, et donc de facto elle est plus négociable. Et dans cette zone, on peut trouver par exemple la question de la durée des vacances. Certains aimeraient réduire les vacances à 1 mois parce que, en fait, ça permettrait aux enfants de milieux plus défavorisés d'être moins déscolarisés et d'oublier moins de choses pendant l'été. D'autres, évidemment, ont simplement envie de garder les vacances telles qu'elles sont. Et en fonction de la manière dont vous allez être soumis à tel ou tel argument, à telle ou telle influence, votre opinion sur le sujet va pouvoir évoluer vers le fait que, peut-être, ça vous semblera acceptable qu'il y ait des vacances réduites à 1 mois. Notez aussi que ce qui vous semble aujourd'hui totalement inacceptable ou au contraire parfaitement acceptable, ça peut complètement évoluer. D'ailleurs, on l'a bien vu, la place du travail des enfants dans la société a carrément évolué au fil du temps. Parce que, en fait, les normes sociales, elles passent leur temps à évoluer. Imaginez par exemple que la percée individualiste que l'on connaît en ce moment, elle prenne une place telle dans l'air du temps que si je vous dis qu'il est anormal que l'État décide pour vous que vos enfants doivent être scolarisés ou non de façon obligatoire, ça commence à résonner en vous. Si je vous dis mais pourquoi on vous impose ça? C'est pas normal, c'est vous qui devriez décider. Si cela commence à vous faire réfléchir, c'est que vous seriez prêt à faire rentrer l'école obligatoire dans la partie négociable
de l'acceptabilité sociale. Dans le cas des taxis volants, un futur utilisateur du service va y voir plutôt les externalités positives. Il va voir le gain de temps, il va voir le caractère extraordinaire aussi de l'expérience de survoler Paris. Un habitant de Paris ou des villes limitrophes survolées, et qui l'utilise pas, lui, il aura certainement un regard plus critique sur les nuisances subies, quoi. Il va se dire, ah merde, le bruit, la perte d'intimité quand je suis sur mon balcon, la pollution. Voilà, il va plus souvent se retrouver confronté aux nuisances qu'à l'opportunité d'usage de ces taxis volants. Pour contrer cela, l'idéal est de faire en sorte que la personne désire tester le service, et donc de l'amener dans un jugement rationnel en lui faisant tester le service. Et oui, parce que si vous avez testé l'innovation que vous avez appréciée, qu'en plus vous en avez parlé avec des amis, vous avez posté des photos de vous en train de kiffer le test sur les réseaux sociaux, ben c'est gagné en fait, vous devenez des promoteurs de l'innovation, même quand vous en êtes plus usagé. Pourquoi ? Parce que il y a le principe de cohérence qui va faire son job, qui va faire en sorte que vous allez probablement consommer à nouveau l'innovation, et même si c'est pas le cas, que vous la consommez pas régulièrement, par principe de cohérence, si vous dites que vous avez kiffé, vous allez forcément la recommander ou vous n'en serez pas opposé. Les personnes aiment être cohérentes avec l'idée qu'elles ont d'elles-mêmes, avec l'image qu'elles renvoient et avec les expériences qui y sont associées. Voilà. Maintenant, si vous êtes plutôt du côté cynique et que vous êtes favorable à des techniques de manipulation et d'influence, vous pouvez utiliser le principe de rareté. Arrangez-vous pour qu'une communauté de primo-utilisateurs ait l'impression d'avoir un privilège en étant les premiers consommateurs du service ou du produit. Vous pouvez tout simplement faire une promotion sur le prix, vous pouvez offrir plus, vous pouvez leur donner un statut de membre, travailler avec un influenceur. Bref, soyez inventifs, mais il y a moyen comme ça de créer un faux sentiment de rareté. Après, vous pouvez baisser le prix et ça reste quand même du coup un appel rationnel à utiliser le produit. Le but sera ensuite d'utiliser le principe de manipulation basé sur la preuve sociale, en disant aux utilisateurs moins aventureux « Oh regardez, il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous !» Voilà, et donc du coup le but c'est d'utiliser les primo-utilisateurs pour faire en sorte qu'il y ait un deuxième cercle qui se mette à l'utiliser. Troisième étape, maintenez l'acceptabilité sociale. C'est pas tout de rendre acceptable votre innovation, il faut encore faire perdurer cette acceptabilité sociale dans le temps. On voit comment la cigarette se débat pour arriver à rester acceptable. Donc comment font faire nos taxis volants pour rester encore acceptables ? Tout d'abord, ils ont présenté ces taxis comme une expérimentation, et non pas comme un service qui serait indiscutablement pérenne. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait ça diminue énormément l'engagement émotionnel des personnes opposantes. Si on vous dit que ça y est, c'est gravé dans le marbre, c'est fini, ce sera toujours comme ça, vous avez tendance à agir beaucoup plus fermement. Et ils évitent en fait l'effet de réactance. L'effet de réactance qui, je le rappelle, consiste à réagir contre un sentiment de privation de liberté qui soit réel ou présupposé. Une fois l'expérience passée, il sera beaucoup plus facile de les s'aimer puisque l'innovation, elle aura déjà été fortement acceptée socialement lors de cette phase d'expérimentation. Elle fera partie du paysage de la ville, on aura commencé à s'y habituer en gros quoi. Et puis il y aura des usagers qui auront été super contents. Donc voilà. Il suffira plus du coup qu'à activer l'attirail législatif qui viendra encadrer la pratique en canalisant les critiques sociales du service des taxis volants. Donc seront ainsi encadrés le nombre de vols, les couloirs de vol, le nombre de décibels et d'autres éléments. Ainsi, l'opposition sera prise en compte de façon institutionnelle et elle sera synthétisée dans une régulation du service, achevant de conforter la légitimité des taxis volants aux yeux de l'ensemble des citoyens puisqu'ils ne seront plus remis en cause de manière totale. Une fois qu'un produit, un service ou une idée, une pratique ou tout autre élément est socialement accepté, le secret pour maintenir son acceptabilité sociale sur le long terme, c'est de négocier des petites modifications avec les instances de régulation quand la critique devient trop forte. C'est ce que font les cigarettiers, voilà, ils aussi, à un moment, il faut plus mettre la marque sur le paquet, et à un moment il faut plus faire démanteler, etc., etc. Mais on peut prendre aussi l'exemple de l'industrie agroalimentaire. Il y a des nombreux produits pleins de sucre raffiné et de graisses saturées qui n'ont tous les jours nos supermarchés, et comme si cela ne suffisait pas, ces produits utilisent des processus de fabrication ayant un impact environnemental qui est souvent très négatif. Pour attirer des consommateurs, ces produits se présentent bien sûr comme procurant du plaisir, mais en plus ils n'hésitent pas à nous dire qu'ils s'inscrivent dans un régime alimentaire équilibré. C'est ce que prétend par exemple ma feu marque de céréales préférée, celle que je mangeais tous les matins pendant mon enfance. En fait, quand on regarde sur le paquet, c'est équilibré que si on en mange 2 petites cuillères à café par jour. Ce qui est évidemment pas ce qu'on fait, on remplit le bol, et peut-être même 2 fois. Donc malgré l'augmentation du nombre de maladies liées à une nourriture qui est trop riche en glucides notamment, mais aussi en lipides, ces produits, ils continuent d'être présents dans les supermarchés. Ils sont là, ils sont sur nos tables, ils sont dans les cartables de nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on accepte des produits qui sont donc dangereux, qui ont des conséquences importantes sur la santé? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'ils soient vendus en masse et qu'ils soient mangés par des millions d'enfants tous les matins? Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un énorme sujet de santé publique? Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on continue de les accepter, quoi? Il y en a qui se mobilisent, il y a des associations qui vont par exemple proposer que les produits qui soient trop sucrés, notamment, puissent être surtaxés, ou les
produits de la malbouffe générale puissent être surtaxés par rapport à une nourriture plus saine. Et ça reste très marginal. Globalement, l'acceptation sociale est plutôt très forte. Et si on l'accepte, c'est pour diverses raisons. Déjà, on considère que le danger est acceptable, car il n'y a aucune obligation à consommer ces produits. Je suis pas obligé de m'envoyer la moitié d'une boîte de paquets de céréales. Bien qu'ils sont mauvais pour la santé, on a fait le choix collectif de laisser le libre arbitre de chacun décider de sa consommation de ces produits. Pourquoi est-ce qu'on efface aussi les impacts sociaux négatifs? Parce que les fabricants de ces produits ont fait aussi des concessions réglementaires et publicitaires. Ils ont apporté des petites modifications qui rendent toujours plus acceptable la consommation de leurs produits. Voilà, ils précisent qu'il faut manger 5 fruits et légumes, qu'il faut pas en abuser. Nutella a par exemple fait certifier durable son huile de palme par l'organisme de régulation des producteurs de cette matière première. En fait, ça garantit rien du tout, hein, ça garantit pas qu'il n'y a pas de la déforestation, mais voilà, ça donne un petit côté un peu sérieux, petite concession faite comme ça pour le développement durable. Certaines marques de céréales pour les petits déjeuners ont diminué le sucre présent dans leurs produits pour améliorer les notations nutritives, donc là c'est un effort sérieux, mais ça reste quand même très sucré, et ils recommandent toujours de ne pas en prendre plus que 2 cuillères, quoi. Donc si on en juge au fait qu'il y a encore aucune interdiction, force est de constater que les quelques efforts par les fabricants sur certains éléments, certains critères de leurs produits semblent en fait être suffisants pour maintenir un assez haut niveau d'acceptabilité sociale. Voilà, petite pensée pour Edward Bernays, son contrat ne lui demandait pas de maintenir l'acceptabilité sociale des cigarettes dans le temps. Or, cette dernière, elle est aujourd'hui de plus en plus surtaxée, voilà, elle est interdite dans les lieux publics, elle ne peut pas être vendue aux mineurs. Bref, elle est encore tolérée, mais on voit qu'elle souffre de nombreuses limites, prouve une acceptabilité sociale en fait qui est en baisse. Pourquoi elle est en baisse? Peut-être car aucune évolution allant dans le sens de l'histoire n'a été réellement proposée par les fabricants. Ils n'ont pas fait, on va dire, les concessions qui auraient pu les amener à maintenir un haut niveau d'acceptabilité sociale. Donc je reprends rapidement le schéma à suivre si vous êtes confronté à une baisse de l'acceptation sociale de votre solution. Dans un premier temps, suivez très attentivement la critique sociale. Il faut vraiment s'immerger dans les critiques que l'on fait aux produits, aux services, aux projets. Il faut vraiment le comprendre intimement et puis ensuite avoir une série de critères pour être en mesure d'identifier lorsque la critique sociale ou politique franchit un seuil de risque suffisamment important pour devenir vulnérable au pouvoir public ou qu'il y ait une baisse de l'adhésion des citoyens ou des consommateurs. Et dans ce cas, il reste plus qu'à répondre, voilà, par des petites concessions bien ciblées par rapport aux critiques, si vous êtes plutôt du genre cynique. Sinon, vous pouvez aussi améliorer sérieusement votre produit ou votre service. Si vous êtes vraiment très cynique, vous pouvez même proposer des fausses solutions qui consistent à vous sortir de ce mauvais pas, faire semblant qu'il y a une solution, mais en fait, ça n'en était pas. Mais aussi, vous pouvez choisir d'enlever un peu de cynisme à ce monde et tenter de refondre complètement votre proposition pour, voilà, concilier une solution durable avec un modèle économique adapté et foutre à la poubelle votre produit de merde. C'est aussi possible. C'est à vous de choisir. Après tout, vous êtes parfaitement en mesure de résoudre des problèmes complexes. J'espère que le visionnage de ces vidéos vous aide à résoudre ces problèmes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.